Bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Alors aujourd'hui, on va pousser la porte de deux habitats mobiles. Le premier, c'était un petit coup de tête de la part de sa propriétaire qui a souhaité s'héberger à Primini. Et le second, c'était une belle opportunité pour héberger des sans-abri. On se retrouve tout de suite dans le tram. Mais avant ça, petit détour par le canal pour rencontrer notre premier invité. Hello, moi c'est Candice. Ça fait donc plus d'1 an que j'ai décidé d'acheter la péniche Molenbeek, qui est une péniche de 39 mètres de long. Et ça fait donc maintenant plus de 4 mois que je participe à la folle aventure qui est celle d'habiter sur un habitat mobile. Bonsoir Candice. Hello. Alors vous, c'est très original. Vous avez décidé d'acheter non pas un appartement, mais une péniche. Mais c'est une péniche, oui. Ça fait combien de temps que vous habitez dans cette péniche? Mais ça fait 4 mois que j'habite dans la péniche exactement, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai acheté. Mais il a fallu un bon laps de temps avant de remettre tous les papiers en ordre et l'emmener au chantier naval, faire un sondage de coque et tout ce genre de paperasse administrative. Dont sont épargnées toute personne qui décide d'acheter solide. Ça, Voilà. c'est vrai que c'est pas vraiment tout à fait la même chose. Alors pourquoi avoir opté pour un habitat mobile et donc pour cette péniche? Bien, il y a 1 an, mon bail se terminait. Et en tant qu'indépendante, c'est pas spécialement super évident de pouvoir contracter un prêt. Du coup, mon père m'a lancé sur mon père qui vit déjà sur sur un bateau depuis plus de 10 ans. Ah ok. M'a Pas montré rempli, cette annonce, voilà. M'a montré cette annonce, il m'a dit oh, Candice, j'en rêve, regarde, imagine le projet qu'on pourrait faire. On pourrait faire une brasserie, brasser de la bière, aller jusqu'en France, lever les assises et on go. Et donc moi un peu avec toutes les idées, qui suis un peu fan de toutes les idées un petit peu folles, je me suis dit pourquoi pas. Et donc on s'est donc lancé dans cette aventure-là et on a fini par l'acheter. Donc ça c'est pour le côté un peu rêve, imaginaire, créatif, original. Mais j'imagine qu'il y a aussi un côté juste pratique et intéressant aussi en termes de coût. En termes de coût, je pense pas que ça soit aussi intéressant qu'on le pense. Ah. Je pense que dans les années 50, ça devait l'être, mais actuellement, déjà, on loue une concession que je n'ai toujours pas, donc je suis toujours dans une situation assez précaire. Je suis toujours en train de me battre pour essayer de la trouver. Et ça veut dire quoi louer une concession? Un emplacement. En fait, vous devez donner une redevance au port, ce qui est normal, pour votre présence sur le canal. Donc vous êtes au port de Bruxelles pour l'instant, mais le plus compliqué c'est de pouvoir rester à un endroit. Le plus compliqué, c'est de trouver un endroit. Avant de pouvoir y rester. Voilà, c'est ça. Ok, et comment ça va se passer là concrètement? Bien, Vous habitez là depuis 4 mois, quel est l'avenir de cette péniche et de votre vie sur cette péniche? Bien là, j'ai envoyé un mail aux voies hydrauliques de Wallonie, donc j'attends en retour. On verra. L'avenir me le dira. Ok, alors vous avez décidé d'habiter sur une péniche. À quoi ressemble votre vie sur une péniche? Eh bien, pour l'instant, il fait froid, il fait un petit peu humide, mais je suis toujours vivante. J'ai appris à vivre sans frigo. Je ne prends pas des douches d'1 heure, mais j'ai vécu pendant 4 mois en Australie, pendant 1 an en Australie, pardon, et durant ce voyage, j'ai appris à vivre dans des endroits un petit peu insolites. J'ai vécu pendant 4 mois dans un tipi. J'ai vécu quelques temps aussi dans une cabane dans les bois. Donc tout ça vous met déjà le pied à l'étrier et vous écarte un petit peu, vous Voilà. écarte de l'habitat traditionnel. Voilà, disons. c'est ça. En oui. vous disant je vais acheter une péniche, est-ce que vous vous attendiez à rencontrer tous ces obstacles, toutes ces difficultés et ces coûts supplémentaires aussi? Mais je pense avoir plus suivi mon cœur que ma raison. Voilà. Mais c'est une expérience que je suis super heureuse d'avoir connue et de faire. Et je suis sûre qu'elle ne va pas encore s'arrêter là. J'y crois et voilà. L'aspect mobile, c'est quand même une caractéristique qui séduit de plus en plus de jeunes. On voit des roulottes, on voit des vannes réaménagées, des couples qui veulent un peu refaire le monde en quête de mobilité, comme si la mobilité c'était synonyme de liberté. Est-ce que vous vous sentez libre sur cette péniche? Mais pour moi, le sentiment de liberté était le sentiment de me dire que cette péniche m'appartenait à moi et que j'étais l'entière propriétaire et que oui, en cas de souci, en cas de pépin, je pouvais aller là où bon me semblait d'aller et j'étais tenue à rien. Et du coup, ce projet de microbrasserie, vous y croyez encore? Ça tourne encore un peu par-ci par-là ou vous pensez vraiment déjà à revendre la péniche? Non, je pense pas encore à revendre la péniche, j'espère pas. J'ai encore de l'énergie, j'ai encore l'envie, donc je veux encore me battre une petite année et puis on verra. Alors, dernière chose, quelles sont concrètement les difficultés auxquelles peut-être on ne s'attend pas quand on décide d'acheter un habitat mobile et en l'occurrence une péniche? C'est d'abord l'emplacement, je pense que c'est le premier. Les frais cachés. Qui sont
Les frais, ça a été, pour la remettre en ordre, ça a été plus d'un tiers de l'achat de la péniche. Vous l'avez acheté à combien cette péniche? Je l'ai achetée à un prix modeste parce que elle devait quitter le port de 1 et de 2 parce qu'elle n'avait plus aucun papier. Ok. Et donc j'ai dû... Remettre après de l'argent et... Voilà, c'est ça. et il y a aussi- Le chantier naval, c'est une petite 15 000 euros minimum. Rien Et que- puis, tous les 5 ans? tous les 7 ans. Maintenant, c'est tous les 7 ans. Il faut réitérer l'opération, donc se rendre au chantier naval, la sortir de l'eau, vérifier la coque, refaire un sondage et de Et voir si on la garde ou pas. Voilà, c'est ça. Voilà, on le voit ici, hein, l'achat d'une péniche, c'était plus un coup de tête, mais finalement, on s'en sort. Par contre, l'habitat mobile dans lequel on va se rendre tout de suite, eh bien, c'est justement au contraire un habitat qui a été le fruit d'une très longue réflexion. C'est un habitat mobile qui permet d'accueillir des sans-abri. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors, vous êtes donc échevin des finances et du budget à Woluwe-Saint-Pierre. Voilà. Et vous avez cru en un projet d'habitat mobile qui n'est pas tout à fait le même que Candice. Vous avez souhaité trouver une alternative pour héberger des sans-abri à petit prix. Expliquez-nous. Tout à fait. Mais d'abord, c'est surtout ma casquette d'échevin de tutelle du CPS, CPS que j'ai présidé d'ailleurs pendant 12 ans. Et la problématique logement m'a toujours passionné. Et à Bruxelles, comme dans beaucoup de grandes villes, on est confronté effectivement à un problème de logement. Et donc on s'est posé la question de savoir si, in fine, on ne construisait peut-être pas ou on ne souhaitait pas des logements qui étaient en réalité trop grands. Et je me suis renseigné, puis j'ai fait différentes analyses, et puis j'ai fait des recherches. Et j'ai pu constater qu'il existait à l'étranger des habitats de 10, 12, 13, 14 mètres carrés. Sachant qu'ici, en région bruxelloise, le minimum, c'est 22 mètres carrés habitables. Absolument. Et donc, c'est là que commence la bagarre, j'ai envie de dire, et surtout les discussions avec les administrations. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai essayé de voir, effectivement, auprès des différents services de la région de Bruxelles-Capitale, s'il était possible, imaginable, de réfléchir à une modification de la législation urbanistique. On m'a dit que c'était compliqué, que ça allait demander des intercabinets, et puis j'ai compris que de guerre là, s'il valait mieux que je trouve Donc une autre... c'est 22 mètres carrés ou rien du tout. Absolument. Voilà, qu'on C'est soit très 22, clair. Hein. ça c'est clair, au moins on ne perd pas son temps et on sait à quoi on s'en tenir. Bien. Et puis j'ai commencé à chercher, et puis on a voulu quand même faire un marché public, puisqu'on est confronté au marché public, puisque la tiny house a été achetée par le CPAS, et on s'est rendu compte qu'il existait en Belgique, et notamment en Wallonie, pas mal de producteurs qui avaient des idées assez géniales. Et puis donc on s'est lancé dans l'opération, on les a contactés et on a pu constater effectivement qu'il existait une société qui s'appelle la SPRL Okapi, qui se trouve dans la Wallonie et dirigée par un certain monsieur Cousin, bien sympathique, et qui avait déjà effectivement imaginé et conçu un modèle de tiny house. Donc moins de 22 mètres carrés, même presque 10 mètres carrés de moins. Cette petite tiny house fait 14 mètres carrés, voilà. Mais un habitat tout à fait bien organisé, où vous avez une salle de séjour, vous avez un coin cuisine, avec salle à manger, entre guillemets, table pliante. Et un puis, lit qui se remet... un lit qui se met en dessous, si vous voulez, dessous. de l'estrade qui sert de cuisine et de plan pour cuisiner. Et puis vous avez alors au fond de la petite maison, vous avez une toilette et une douche et un lavabo. Mais tout ça vraiment de très belle qualité. Et alors on s'est dit, bien, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous procéder? Et puis on a pris son bâton de pèlerin et on s'est dit, ben voilà, c'est pas difficile, on va déposer des plans d'urbanisme et nous allons défendre notre cause auprès, Donc, la cause, effectivement... c'était, il y a moyen de se loger décemment pour 14 mètres carrés. 14 mètres carrés, c'est l'espace d'une tiny house qui sont donc ces modules, parce que c'est ça, on n'a pas expliqué, mais les tiny house sont ces toutes petites maisons, un peu mobiles, parfois pas, mais en tout cas, qui sont modulables, quoi, et qui peuvent prendre très très peu de place. Exactement, et qui permettent surtout d'être déposés dans des endroits qui ne prennent pas évidemment beaucoup de place. Et donc, combien d'espace n'y a-t-il pas à Bruxelles où vous trouvez à des coins des toutes petites surfaces et vous pourrait pouvez placer un petit box. Mais quoi. tout à fait, ça ne pose à mon avis aucune difficulté. Okay. C'est d'ailleurs ce qu'on a décidé de faire à Woluwe-Saint-Pierre sur un terrain qui appartenait à la commune. On a signé une convention avec la commune. Mais donc, on a déposé le permis d'urbanisme, on a été défendre effectivement la thèse qui est la nôtre et nous avons obtenu, grâce à notre ténacité, le premier permis qui a été octroyé en début 2018 par la région de Bruxelles-Capitale, qui nous a donné un permis de
2 ans. On a donc une possibilité pendant 2 ans de pouvoir déposer cette tiny house. Elle se trouve rue François Guay à Woluwe-Saint-Pierre. Et ça tombe bien puisque c'est sur un terrain qui devra être libéré dans 2 ans puisqu'il y a un projet de construction. Mais donc là, je vous reprends juste 2 secondes. C'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, la caractéristique de mobilité, c'est vraiment ce qui vous a permis d'obtenir ce permis d'urbanisme puisqu'il fallait libérer le terrain dans les 2 ans. Donc si l'habitat n'avait pas été mobile, on n'aurait pas pu créer cette liberté de recevoir un sans-abri. On va parler. Vous avez parfaitement raison. Il est bien entendu que nous n'aurions jamais obtenu le moindre permis si nous avions voulu construire en dur et en définitif. Donc ça, c'était impensable. Et donc l'idée est effectivement de se dire, on a une petite maison et on parvient à la bouger au gré des possibilités qui existent. Bon. Et d'ailleurs, ça faisait partie des conditions, c'est qu'on puisse la bouger rapidement. Tout à fait. Et on peut la monter en moins de 24 heures. Hein. Le montage se fait, c'est-à-dire le transport se fait évidemment très rapidement, mais le montage, si elle vient en pièces détachées, se fait en moins de 15 jours. Donc vous pouvez la voir en panneau, c'est un peu comme du Lego. Ouais. Donc là, elle est installée ici à Woluwe-Saint-Pierre, la première. Elle a son premier habitant. Comment ça se passe, cette cohabitation entre une tiny house et un sans-abri ? Eh bien, alors, la personne qui était choisie est une personne qui était effectivement chassée de son logement et qui était en grande période de précarité et donc un SDF. Il était en plus malade et donc il a pu bénéficier de la tiny house au début du mois de juin, au moment où tout était en ordre. Normalement, nous espérons pouvoir trouver un autre logement. C'est un logement de transit, ou en tout cas un logement qui est fait pour une courte durée. Mais qu'il puisse rebondir par après, ça c'est important. Exactement, aussi, ça c'est l'idée de se dire c'est un logement tremplin. Donc on permet rapidement de loger les gens quand ils sont dans des situations inextricables et puis on espère, via l'AIS, via les logements du CPS, de trouver une autre formule. Dans ce cas-ci, et compte tenu de l'hiver et autres, et vu de son état de santé, il y est encore. Mais nous travaillons ardemment pour qu'avant la fin du mois de mars, il puisse trouver un autre logement. Eh bien, merci à vous de nous avoir éclairé sur les tiny house. Vous le voyez, des contraintes de la péniche aux possibilités de la tiny house. C'était le sujet de ce nouvel épisode du Tram. À très bientôt.